et Air Liquide, et Joël Hartmann nous rejoint. Parler notamment des activités des ST Microelectronics, mais aussi de cette collaboration de votre société avec Air Liquide. D'ailleurs, ce serait intéressant de répondre à une question qui tourne autour de ce que disait M. Gouastavi. Jusqu'à quel point est-ce que les composants peuvent devenir davantage recyclables du point de vue des matières dont elles sont composées. Mais je vous laisse vous exprimer. Et puis, donc, vous-même, vous êtes Joël Hartmann, vice-président exécutif de ST Microelectronics, rattaché au PDG sur un certain nombre de projets. Vous avez été en charge de l'usine de Crolles, tout près, et puis de Rousset, près d'Aix, en Provence. Et puis pour Air Liquide, on aura Émilie Mouraine-Renoir qui va s'exprimer. Alors, elle ne peut pas être avec nous, ce sera en vidéo. Absolument. Elle est la vice-présidente du groupe Air Liquide et membre du comité exécutif. Merci, bonjour à toutes et à tous. Merci de m'avoir invité à cette journée de la NRT. Donc, effectivement, on devait faire cette présentation en stéréo avec Émilie Mouraine, mais malheureusement, elle n'était pas disponible et elle a quand même enregistré une petite vidéo qu'on vous passera à la fin de la présentation. Je crois qu'il y a une personne d'Air Liquide dans la salle aussi, donc peut-être qu'il pourra éventuellement commenter un petit peu. Alors donc, on m'a demandé de parler un petit peu de cette collaboration entre Air Liquide et ST Micro dans le domaine de la digitalisation. Bon, je vais représenter un petit peu le contexte quand même, pas plonger directement dans le sujet. Bon, il se trouve quand même que le marché des semi-conducteurs est en pleine surchauffe actuellement, puisqu'on est le marché mondial des semi-conducteurs l'année dernière a représenté, selon les chiffres, entre 550 et 580 milliards de dollars de business mondialement, sur tous les composants confondus. Ça représentait par rapport à l'année 2020 une croissance d'à peu près 25%, sachant que l'année d'avant, on avait eu à peu près les mêmes ordres de grandeur. Il y a plusieurs effets par rapport à ça, puisque vous savez peut-être que le marché du semi-conducteur, traditionnellement, depuis son histoire, il a vécu des cycles de croissance et de crise. Je pense qu'on continuera à en avoir, ces cycles vont continuer on pense qu'ils vont continuer à exister, mais peut-être avec des ampleurs un peu plus faibles. Mais par contre, on est dans une tendance de croissance continue dans les années qui viennent. Pourquoi? Parce qu'il y a en fait une espèce d'alignement de planètes. On a déjà parlé d'un certain nombre de sujets. On parle beaucoup de la pervasion de l'électronique dans le domaine du personnel électronique, les smartphones, les laptops, les montres connectées, etc. On a parlé des réseaux qui consomment effectivement beaucoup de composants. Les data centers, évidemment, tout ce qui est cloud computing, on parle beaucoup d'intelligence artificielle, tout ça, ça demande énormément de composants. On parle beaucoup, en ce moment, de la révolution à marche forcée de l'automobile, qui va vers l'électrification et vers la digitalisation. Et donc ça consomme énormément de composants. Typiquement, dans une voiture à moteur thermique, il y a encore 2-3 ans, on avait une BOM, c'est-à-dire un montant de composants semi-conducteurs qui était pour une voiture de milieu de gamme de l'ordre d'une centaine de dollars, on est passé en 3 ans à 500 dollars. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de composants pour l'électrification et puis il y a beaucoup plus d'électronique pour l'assistance du conducteur. Et ça, c'est un phénomène très très lourd. Par contre, on parle moins, et ça va être un petit peu mon sujet, c'est un peu la thématique de la journée aussi, on parle moins de la digitalisation dans le domaine de l'industrie. Et ça, pourtant, c'est un phénomène très très important. Les composants dans le domaine de l'industriel, ça représente quand même aujourd'hui à peu près 12% du marché mondial, donc entre 60 et 65 milliards de dollars, et c'est en forte croissance. On est dans ce qu'on appelle la révolution 4.0, avec donc beaucoup plus de digitalisation, d'utilisation des composants semi-conducteurs à l'intérieur des machines qu'on trouve dans les usines. Bon, pourquoi? D'abord parce qu'on essaye d'être plus efficace. Il y a beaucoup de composants électroniques qui permettent de réduire la consommation énergétique des grosses machines électriques. On veut avoir améliorer les processus de contrôle industriel et puis au passage aussi améliorer aussi l'expérience utilisateur. Bon, les applications qu'on peut trouver dans ce domaine-là, c'est tout ce qui concerne le factory automation,
je ne vais pas tout citer ici, mais les robots, l'automatisation, le logiciel, et évidemment, il y a beaucoup de capteurs qu'on met dans l'ensemble des machines. Donc c'est un marché qui est en forte croissance. Sur le graphe de gauche, vous voyez ici le nombre des objets connectés au niveau mondial, qui a dépassé l'année dernière les 10 milliards d'objets connectés, et qui va quasiment doubler dans les 4-5 ans qui viennent. Et en ce qui concerne les robots, vous voyez que la progression est très très forte également. Donc encore une fois, les différentes thématiques qu'on essaye d'adresser chez ST Microelectronics pour adresser le domaine du smart industry, puisque c'est un business qui est en très très forte croissance, c'est l'efficacité énergétique, l'intelligence et les objets connectés. Bon, vous avez quelques exemples ici, je pense que je vais passer rapidement sur cette planche, puisque ça redit à peu près la même chose. Le factory automation, l'infrastructure industrielle, ça représente à peu près 65% du marché, donc 65% de 60 milliards de dollars. On a montré ici une tondeuse, alors ça c'est plutôt pour l'aspect personnel, mais ça fait quand même des objets connectés, et puis tout ce qui est spécialisation industrielle. Alors, quelles sont les solutions que l'on développe pour adresser ces marchés-là? C'est tout ce qui est battery management. Il y a de plus en plus en fait, de systèmes électriques pour contrôler les processus industriels. Bon, typiquement, pour faire simple, on met un certain nombre de capteurs autour de la machine, de plus en plus de capteurs dans la machine. Ces capteurs sont bien sûr analogiques, c'est-à-dire qu'ils envoient un signal analogique. Il y a un microcontrôleur, c'est-à-dire un processeur de traitement numérique avec une mémoire associée qui va récupérer cette information, qui va la transformer en digital et qui va traiter l'information avec une boucle de contre-réaction pour pouvoir piloter le fonctionnement automatique et optimisé de la machine. Il y a des transistors de puissance. Bon, on parle de digitalisation, on parle de miniaturisation, mais dans le semi-conducteur, il y a aussi des transistors de puissance pour faire de la conversion AC-DC, pour faire du DC-DC, pour faire de l'adaptation de voltage. Sur une voiture, par exemple, la batterie de la voiture, c'est typiquement entre 400 volts et 500 volts. Le moteur électrique, il fonctionne à 48 volts. La batterie qui alimente l'électronique de l'automobile, similaire à ce qu'on trouve dans une voiture à moteur thermique, c'est 12 volts. À chaque fois, il faut des composants pour ajuster les tensions d'utilisation. Alors, au passage, bon, je cite quand même que ST Microelectronics, l'année dernière, est passé numéro 1 mondial du marché des composants microcontrôleurs, donc processeurs numériques associés à une mémoire non volatile, avec un certain nombre, évidemment, de convertisseurs analogiques digitaux pour pouvoir récupérer les capteurs, le signal qui sort des capteurs d'intérieur des machines. Et en fait, notre stratégie a été, à partir du milieu des années 2000, de développer ce qu'on appelle la famille STM32, qui est une famille de microcontrôleurs à 32 bits. On a été la première compagnie à proposer des microcontrôleurs contre 32 bits, et puis tout le monde a suivi derrière, mais on reste leader dans ce domaine-là. Et vous voyez que la moitié, typiquement un peu plus de la moitié des segments d'application de ces types de microcontrôleurs, ça touche de près ou de prou le domaine industriel. Bon, je vais passer là-dessus. Vous avez encore des exemples de toutes les familles de produits, donc les microcontrôleurs STM32 et les capteurs associés. On commence aussi maintenant à rajouter de l'intelligence artificielle. Alors pour l'instant, c'est du logiciel, mais progressivement, on commence à intégrer des réseaux neuronaux à l'intérieur des microcontrôleurs pour pouvoir traiter on point of view. C'est un autre sujet qui pourrait nous occuper encore une heure, mais c'est vrai que grâce à ces composants, ST Microelectronics se positionne sur l'intelligence artificielle qu'on appelle at the edge, c'est-à-dire sur le point d'utilisation, parce que ça va être un moyen très important de réduire la consommation énergétique des capteurs qui utilisent de l'intelligence artificielle, parce qu'aujourd'hui, il faut savoir qu'un composant, une enceinte connectée, une caméra de vidéosurveillance qui a un peu d'intelligence artificielle pour traiter du signal, elle communique systématiquement par Internet avec un cloud qui se trouve la plupart du temps aux États-Unis. Donc on comprendrait très bien que ce système-là, ça consomme énormément d'énergie. Plus on sera capable de traiter l'information
que la vidéo caméra ou que l'enceinte connectée récupère sur le point d'utilisation, plus on réduira la consommation globale énergétique du système. Donc nous, c'est un domaine que l'on pousse énormément, et c'est ce qu'on appelle Artificial Intelligence at the Edge ou at the very edge, c'est-à-dire vraiment au point d'utilisation. Je voulais parler un petit peu de l'usine de Crolles, hein, puisqu'on est quand même voisins. Il y a le site de Grenoble qui est de l'autre côté de la rue, qui est essentiellement un centre de design, de conception de produits, mais il y a l'usine de Crolles, qui est à 25 km d'ici, à l'est de la ville, qui aujourd'hui, il y a deux usines sur le site de Crolles, une usine de wafer 200 mm et une usine de wafer 300 mm. Mais globalement, aujourd'hui, les deux usines sur ce site de Crolles, elles contribuent à peu près un quart du chiffre d'affaires de la compagnie. Donc STMicro, on a fait 12,7 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Donc ça veut dire que le poids d'un seul site est extrêmement important. Malheureusement, il y a quelques activistes qui l'ont compris et qui nous ont un peu attaqués il y a quelques mois. Bon, c'est une usine qui est également 4.0. On a mis énormément d'intelligence et d'automatisation à l'intérieur de cette usine. Pourquoi ? Parce qu'en fait, pour fabriquer un composant semi-conducteur, on utilise énormément de machines. Typiquement, pour faire un composant, pour finaliser la fabrication d'un wafer, avec des composants semi-conducteurs, il faut environ 250 et 300 étapes de procédé. Il y a plus de 1000 machines aujourd'hui à l'intérieur de la salle blanche de l'usine. Et toutes ces machines utilisent des procédés de fabrication extrêmement pointus qu'il faut contrôler aux petits oignons. Et donc, nous aussi, on s'est mis, il y a quelques années, à mettre de plus en plus de capteurs et essayer de collecter énormément d'informations pour optimiser les processus de fabrication, optimiser les périodes de maintenance sur les machines, réduire le plus possible les opérations de maintenance pour que la machine soit le plus possible disponible pour les procédés de fabrication. Et ce sont des boucles de contre-réaction. Typiquement, aujourd'hui, on génère plusieurs terabits d'informations par jour dans l'usine de Crolles. Alors là aussi, on commence à mettre de l'intelligence artificielle parce que, évidemment, plusieurs terabits d'informations par jour, l'être humain n'est pas capable de savoir dans tout ça quelle est l'information qui est importante et quelle est l'information qui n'est pas intéressante, parce que finalement tout est en ligne, tout est sous contrôle au niveau de la machine. Ce qu'il faut être capable de détecter, c'est quel est le paramètre qui est en train de dériver et qui potentiellement va créer dans un jour, dans une semaine, dans un mois, une défaillance au niveau de la machine, et donc créer une défaillance au niveau des composants que nous sommes en train de fabriquer. Donc je ne vais pas commenter tout ça. Vous avez l'ensemble des logiciels, l'ensemble des systèmes d'automation qu'on utilise à l'intérieur de cette usine pour le transport des plaquettes, pour le contrôle des procédés de fabrication, pour la gestion de tout le flot de fabrication. Typiquement aujourd'hui, dans l'usine de Crolles qui fabrique à peu près 8500 wafers par semaine, on a à un instant donné environ 120 000 et 130 000 wafers en cours de fabrication. Le cycle de fabrication étant de l'ordre de plusieurs mois. Voilà, je vais passer rapidement sur ces plans. Je pense que vous aurez les copies des présentations. C'était juste pour illustrer un petit peu tous les procédés d'automatisation, les véhicules, la data collection et l'intégration des procédés pour contrôler l'ensemble des machines qui fabriquent les composants semi-conducteurs. On utilise aussi beaucoup ce qu'on appelle la fault detection et classification à l'aide de computers en fait, qui sont connectés sur les machines pour capter toutes ces informations et les traiter en temps réel. On fait aussi beaucoup de mesures sur les plaquettes, puisque chaque fois qu'il y a une particule ou un défaut qui se crée sur une tranche, c'est une puce qui va être non fonctionnelle. Et donc le but du jeu, c'est de réduire le nombre de défauts qui se trouvent sur une plaquette de silicium au cours de son procédé de fabrication pour essayer d'améliorer les rendements de fabrication. Et donc là aussi, on commence à mettre de l'intelligence artificielle pour que les machines soient capables automatiquement de reconnaître les types de défauts et dire « Ah ben ce défaut-là, je sais que c'est lié à tel mauvais fonctionnement de la machine, de telle machine à tel instant donné ». Donc ce qui était manuel, on a connu ça avec Denis il y a 20 ou 30 ans, où on avait des techniciens avec des microscopes qui regardaient à travers des binoculaires les plaquettes de silicium. Maintenant, ce sont des microscopes électroniques à balayage avec des computers très très puissants qui font cette observation
puisque typiquement on recherche des particules de quelques nanomètres et qui sont capables de détecter la signature de ces défauts et de les identifier. Et donc à partir du moment où on est capable de les identifier, on est capable de remonter à la source et à la racine du problème et donc de le régler. Alors, je vais parler un petit peu maintenant de la collaboration avec Air Liquide, parce que c'est un petit peu atypique. Air Liquide, c'est un fabricant de gaz, hein, vous savez. C'est un fournisseur de ST Microelectronics. On utilise beaucoup de gaz pour fabriquer une plaquette de silicium. On utilise beaucoup d'azote, bien sûr. On a énormément la première chose qu'on voit d'ailleurs quand on visite un site de microélectronique, c'est les grandes colonnes d'évaporateurs d'azote liquide, mais on utilise beaucoup d'hydrogène, on utilise du silane, on utilise énormément de gaz spéciaux. Et notre fournisseur privilégié depuis très très longtemps, puisqu'on a toujours eu un partenariat historique, c'est Air Liquide, qui est aussi présent sur la région grenobloise. Et donc, en fait, c'est tout simple, mais c'est quand même intéressant d'en parler. Il se trouve que les deux CEO, Jean-Marc Chéry, le CEO de ST Microelectronics, et Alain Potier, le CEO d'Air Liquide, se connaissent de longue date. Puis un jour, ils se sont rencontrés, ils ont parlé de digitalisation, ils se sont dit, tiens, pourquoi on n'essaierait pas de collaborer un petit peu ensemble sur ce sujet? Peut-être que vous, chez ST, vous avez des solutions à nous apporter pour nous aider à aller vers la digitalisation. Ça a démarré comme ça. On a créé donc à cette initiative un groupe de travail il y a un petit peu plus de 3 ans, en avril 2019, que j'ai co-présidé avec Émilie Mouraine-Renoir et un certain nombre de personnes qui assez rapidement ont rejoint ce groupe de travail. Ça a commencé par des réunions pour se connaître, parce qu'on se connaissait, vous l'avez compris, dans des relations commerciales, clients-fournisseurs, mais on ne se connaissait pas du tout dans ce domaine-là. Ils ne savaient pas du tout, ou très peu, le catalogue de produits qu'on proposait. Et nous, on ne connaissait pas leur programme de digitalisation. Donc il y a eu une première phase de prise de connaissance et de brainstorming, en fait. On a défini 3 axes de collaboration. Donc du brainstorming pour essayer de se comprendre et de voir quelles pouvaient être les thématiques de collaboration, quels pouvaient être les sujets qui pourraient intéresser Air Liquide et quelles étaient les solutions éventuellement que ST Micro pouvait proposer. On a évidemment travaillé sur la transformation digitale. Et puis on a communiqué un petit peu aussi sur le sujet. On a fait une press release, on a participé à des conférences. Jean-Marc a été invité aussi à la réunion générale des actionnaires d'Air Liquide il y a 2 ans et demi, je crois, où il a parlé de cette collaboration. Donc on a fait un peu de com autour du sujet. Bon, on a essayé en fait de couvrir dans cette analyse l'ensemble de la chaîne, depuis le silicium, les objets connectés, l'intégration des systèmes, le software, parce que bon, c'est bien gentil de proposer un composant, mais si vous n'avez pas l'application, le logiciel qui va avec, on ne peut pas en faire grand-chose. C'est énormément quand j'ai parlé de la famille STM32 tout à l'heure, ce qui a fait le succès de cette famille-là, c'est pas uniquement la technologie, les microcontrôleurs, c'est pas uniquement le produit lui-même, c'est aussi tout le service qu'on a su associer. Des cartes électroniques qu'on fournit pour quelques dollars au client qui veut développer sa propre application, et aussi du software sur une plateforme internet qui peuvent downloader et développer leur propre application. Aujourd'hui, sur les microcontrôleurs STM32, on a à peu près 100 000 clients dans le monde, et donc on ne les connaît pas. On connaît les grands comptes, mais par contre, tous les petits clients, les petites startups, les petites sociétés qui utilisent un petit micro pour développer une propre application. Un jour, pour la petite histoire, en allant rencontrer mon médecin, on discute un petit peu, il me dit « Ah, mais moi, je suis fanat de drones et j'utilise le STM32 parce qu'on fait des courses de type Formule 1 de drones. Et on utilise le STM32, on a développé des applications pour faire des courses de drones. » Bon, personne dans la compagnie connaissait ça. Et voilà, il y a plein de domaines d'application comme ça. C'est vraiment quelque chose qu'on peut, qui a une pervasion énorme. Et donc c'est un sujet évidemment qui a beaucoup intéressé Air Liquide. Donc au bout du compte, il y a beaucoup de sujets bien sûr qui ont été évoqués. Il y a trois applications en fait qui sont maintenant vraiment en cours de développement. Celle qui est vraiment en cours de mise en application, c'est Clixby. Je vais en parler un petit peu tout à l'heure, et puis Émilie Mouraine dans sa vidéo en parlera aussi. Ça c'est vraiment quelque chose qui est en cours de déploiement chez Air Liquide.
On a aussi une application qu'on appelle le CAM, le Cylinder Asset Monitoring, qui ressemble un petit peu à ça, mais qui permettrait de faire du suivi d'assets de bouteilles, mais de manière un petit peu plus large. Et puis Mindalia, qui est encore un peu plus en amont pour l'instant au niveau de R&D, qui vise à faire du véhicule tracking et de l'asset monitoring. Donc l'XB, pour expliquer un petit peu ce que c'est, et puis peut-être que vous pourrez le commenter un petit peu mieux. Au départ, c'est une innovation mécanique, en fait, qui a été dédiée pour toutes les entreprises, les ateliers qui font de la soudure. L'idée, c'était de faire une tête, hein, que vous voyez ici, qui se connecte de manière très très simple, automatiquement, sur la bouteille. Et puis un voyant vert rouge qui indique le niveau de remplissage de la bouteille. Et ce qu'on a rajouté dans cette collaboration, c'est un microcontrôleur et un système de connexion sans fil qui permet donc de connecter la bouteille sans fil à Air Liquide et de donner à tout moment l'information de l'état de remplissage de la bouteille et de déclencher automatiquement la recommande de la bouteille ou pas. Et je pense que ça sert, peut-être que vous pourrez en parler, je pense que ça peut servir aussi à Air Liquide à gérer son flux de production, parce que traditionnellement, l'industrie a plutôt tendance à travailler sur un mode push, c'est-à-dire qu'on a un volume, l'usine a un volume de production de bouteilles, si je reprends cet exemple à faire dans l'année, peut-être sans trop savoir à tout moment quel est le niveau de consommation de tous les utilisateurs. Mais si on passe à un système comme ça, où à tout moment vous avez l'information du niveau de consommation des clients, on peut plus basculer sur un mode pool, c'est-à-dire minimiser les inventaires et demander à l'usine d'adapter son niveau de production à la demande réelle, instantanée ou à venir, en fonction de l'information qui remonte sur les niveaux de remplissage des bouteilles. Donc c'est vraiment ça qu'on a rajouté, un composant STM32 avec de la connexion sans fil qui permet de connecter la bouteille par le Wi-Fi de l'entreprise à l'Internet d'Air Liquide. Voilà, donc je ne reviens pas sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous avez quelques photos ici qui vous illustrent les différents événements qui ont donné lieu à une communication sur le sujet. On a présenté aussi un gant connecté à Las Vegas en 2019, qui pour l'instant n'a pas débouché sur une application industrielle, qui est plutôt un prototype. Conférence Viva Technologies, qui est en 2019, où on a eu également au tout début de cette collaboration, une communication sur cette collaboration un petit peu atypique, un petit peu originale, entre un fabricant et un fabricant de gaz, et un fabricant de composants semi-conducteurs. Voilà, je vais m'arrêter là. Et alors, je ne sais pas par contre comment on passe la vidéo d'Émilie. C'est juste derrière. Pause. Il faut chercher sur le bureau. Ah, bon, ben, je vous laisse faire. Il faut que je vérifie le son surtout. Voilà, c'est là. Visible, là. On voit l'écran? Non. On voit pas l'écran? C'est ce que je regarde. Si je la mets plein écran. On voit? Non. Toujours pas? Pas encore. J'ai une petite question avant qu'on voit la vidéo d'Émilie Mouraine-Renoir. Donc, ce système-là que vous avez imaginé avec Air Liquide, qui permet de suivre, de connaître l'état de remplissage de ces bouteilles, c'est quelque chose qui est déployé aujourd'hui? Ça, je pense qu'il faudrait demander à la personne derrière. Alors, je vous en prie, bougez pas. Regardez, hop là. Alors, c'est en train d'être déployé dans un domaine particulier qui est celui de la soudure. Juste pour élargir un petit peu le débat, il faut voir qu'une société comme Air Liquide, alors moi je dirige l'innovation chez Air Liquide à Sassenage. Une société comme Air Liquide a énormément d'assets dans le monde. Par exemple, on a 23 millions de bouteilles. Ça représente quand même 10 à 20 milliards d'euros d'investissement et 2 à 3 millions de tonnes d'acier. Il est fondamental pour nous de savoir en permanence où elles sont et dans quel état elles sont. Il est inutile de faire revenir la bouteille qui pèse lourd au dépôt si elle est encore pleine à moitié pleine. Et nous, du coup, à Sassenage, comme on est dans le spatial, on est sur la fusée Ariane,
on s'est dit, on va travailler avec le Centre spatial universitaire de Grenoble, le CESU, qui développe des nanosatellites. L'idée, ça serait peut-être qu'un jour, Air Liquide se dote d'un réseau, peut-être 10, 20 nanosatellites, et d'avoir sur nos bouteilles quelque chose qui permette de renseigner en permanence, où que ce soit la bouteille dans le monde, mais on a aussi 3000 camions, on a aussi des centaines de containers qui transportent de l'hélium liquide. Donc il y a énormément d'assets comme ça qu'il est fondamental de traquer en permanence. Et donc on est en train de tester ça à Sassenage, de la possibilité, alors je ne sais pas si ce sera que la bouteille ou peut-être un container, mais d'être traqué par nanosatellite. Voilà, parce qu'un nanosatellite ça coûte quoi, 1 million d'euros, une dizaine, avec 10 millions d'euros, vous traquez des dizaines de milliards d'euros d'assets dans le monde. Donc voilà, c'est ça l'enjeu. Et évidemment, un enjeu aussi écologique, hein, parce qu'on a énormément de transport, on est le premier transporteur en France, hein, avec nos centaines de camions. Premier transporteur. Oui, voilà, donc c'est important d'optimiser nos tournées. C'est 5% de notre CO2, le transport de nos gaz par camion. Donc traquer tout ça, c'est aussi un enjeu écologique assez fort au niveau d'un groupe qui émet quand même 30 millions de tonnes de CO2 dans l'année dans le monde. Voilà. Merci pour ce complément. Est-ce qu'on a la vidéo d'Émilie Morin-Renoir? On va regarder ST Microelectronics has been one of Air Liquide's key customers for many years and continues to be a strategic account for the Air Liquide Group. We provide ST with industrial gases that are essential to its fab for the production of semiconductor, in particular carrier gases from on-site installations and bulk facilities, as well as electronic specialty materials. Some years ago, ST and Air Liquide embarked on a new partnership relationship on innovation. We work together on joint digital developments. ST being a key technology enabler with its components, but also its deep understanding of electronic systems. ST supports us in the development of digital offers, bringing both new ideas and solutions. Let me take one example. Clixby, one of Air Liquide's groundbreaking packaged gases offering for welders, already available in 5 European countries. Air Liquide teams have been able to extend the Clixby range thanks to ST new connected microcontroller, which enables for a greater network coverage in many different countries. ST is now one of our key innovation partners. We bring together the best of our two organizations to gain speed in developing new products for the transformation of the industry. Voilà, Émilie Morin-Renoir. Est-ce qu'il y a des questions pour Monsieur Hartmann? Je vous en prie. Oui, merci. Merci pour ces interventions, si je puis dire. Je suis Michel Tolnard, je suis professeur à Grenoble INP Génie Industriel, donc l'une des écoles de Grenoble INP avec lesquelles de nombreux industriels collaborent. Cet exemple est très révélateur. En fait, il a été développé par deux grands groupes qui se sont associés. Nous avons la chance et le bonheur dans l'Isère de bénéficier d'un tissu industriel et académique qui est à mon sens assez unique, du moins en France. J'en citerai pas des exemples, mais des start-up, des PME établies, et c'est vraiment pour nous un vrai bonheur d'envoyer nos étudiants dans ce type de structure. Alors la question que je me posais, parce qu'il y a une dizaine d'années, on a fait un projet avec des étudiants qui était assez comparable avec votre projet Air Liquide, qui constituait à instrumenter en fait les citernes. Non, on ne me copie pas. Mes idées sont libres de droit et on en fait ce qu'on veut. Et bon, c'est pas un sujet. Mais où il s'agissait d'instrumenter les citernes d'alimentation pour bétail, où on a somme toute un petit peu la même problématique d'objets très répartis sur le territoire. On a des vaches un petit peu partout en Rhône-Alpes. Il y a une société qui s'appelle la GAIC, pour laquelle on avait travaillé à l'aspect optimisation, et où il est apparu très vite qu'il était extrêmement critique de mesurer la consommation en fait en temps réel. Si on n'avait pas ça, on pourrait toujours optimiser les tournées, mais je veux dire, on remplissait on amenait du grain à des endroits où finalement il y en avait déjà, etc. Enfin, voilà, je ne vais pas. Alors ma question est simple finalement. Je pense que ST et Air Liquide, on voit un partenariat. Et est-ce que vous avez des dispositifs
qui permettent d'accompagner, par exemple, des sociétés. Il y a e-bike, qui est assez connu actuellement, qui a été monté par quelqu'un que je connais un petit peu. Et voilà, parce qu'il faut tirer aussi les jeunes pousses, je dirais, c'est un sujet Votre compliqué. question, c'est est-ce qu'on pourrait déployer ce genre de système pour d'autres applications? Oui, voilà, Ouais, examiner Monsieur Hartmann, d'autres. alors. Voilà, oui, merci. Oui, tout à fait. Comme je disais tout à l'heure, on a plus de 100 000 clients qui utilisent nos microcontrôleurs. Bon, c'est difficile d'avoir un support individuel avec chacun d'entre eux, c'est même impossible. Mais par contre, il y a des systèmes qu'on a mis en place à travers des plateformes Internet, à travers des petites cartes électroniques de développement d'applications qui permettent d'aider le client à développer sa propre application. Et on a quand même bien sûr un support aussi, si jamais ils rencontrent une difficulté, pour les aider à déployer leur application. Mais c'est difficile de suivre tout le monde. Par contre, pour suivre votre exemple, je pense qu'effectivement, ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, peut-être qu'il y a 10 ans, on n'avait pas la technologie qui permettait de le fabriquer. Je reviens encore sur l'idée de la consommation. Là, on est en train de mettre des microcontrôleurs sur une bouteille qui n'est pas connectée à une prise de courant. C'est-à-dire qu'on va avoir besoin d'un composant qui va consommer quelques milliwatts, voire même moins, parce qu'il y a une pile forcément à l'intérieur, et on n'a pas envie de la changer tous les jours. Bon, après, donc, vous parliez de satellites. Bon, il y a SpaceX qui est en train de développer un réseau satellite Internet à très haut débit. Je crois qu'ils en sont à 3000 satellites lancés. Ils en lancent 64 toutes les 2 semaines. Ça couvre déjà une bonne partie du territoire américain. Un petit peu l'Europe, pas assez encore, mais ça va venir. Ça peut être éventuellement une solution. Si vous voulez mettre des composants sur les... L'Union européenne aussi va créer sa propre constellation de ce type. Oui, mais il y a un petit peu de retard quand même. Ah oui, il y a de retard à l'image. Vous parliez du bétail, c'est pareil. Il n'y a pas de prise électrique connectée à la vache, il n'y a pas de réseau Internet à côté. Donc tout ça, il faut que ce soit des composants qui ont de la communication sans fil et qui consomment très très peu. Et c'est vraiment les technologies qu'on a développées aujourd'hui, la technologie et le design associé, qui permettent effectivement de minimiser la consommation énergétique et permettre ce genre d'application qui était impossible il y a encore quelques années. Alors une question de madame. Oui, Véronique Boutin-Schneider. Bonjour. Bonjour. Donc des produits connectés comme celui que vous nous avez présenté permettent de gagner en consommation d'énergie et en empreinte CO2 à l'usage. Par contre, ils ont une empreinte au design, pour leur conception, pour leur réalisation, pour leur production. Ouais. Est-ce qu'il y a des bilans globaux qui ont été réalisés, ou est-ce qu'on a des idées sur effectivement bien sûr. Ce qu'on gagne versus ce qu'on perd? Bon, alors nous, comme beaucoup de compagnies, on a un programme qu'on appelle Sustainability en anglais. L'objectif qui a été fixé par notre CEO l'année dernière, et d'ailleurs on collabore avec vous sur ce programme-là, avec Schneider Electric, c'est d'être carbone neutral en 2027. 2027, c'est demain. Donc ça veut dire, effectivement, il y a tout un programme qui est extrêmement détaillé. On va réduire notre empreinte énergétique, notre consommation. On va faire beaucoup plus de recyclage. On va aussi régénérer de l'oxygène en plantant des arbres. Ça, c'est quelque chose que notre ancien CEO, tu te souviens peut-être, Denis Pasquale Pistorio, avait lancé il y a plus de 25 ans, et c'est un peu en hommage à lui, en fait, que Jean-Marc a décidé de donner la date de 2027, parce que 2027, ça sera les 40 ans de la création de ST Micro, où Pasquale Pistorio a été notre premier CEO en 1987, et en 1994, il avait lancé un programme, on n'appelait pas ça Carbon Neutrality, mais en fait, c'était un programme de réduction de l'empreinte carbone de la compagnie. Donc il était vraiment un précurseur dans ce domaine-là. Et nous avons une collaboration avec Schneider Electric pour nous aider sur un certain nombre de solutions dans ce sens-là. Juste pour citer un exemple, puisqu'on a parlé on peut mentionner la pomme, on n'a pas parlé d'Apple, on est, évidemment, vous savez peut-être que nous sommes fournisseurs de Apple, un certain nombre de composants importants qui vont dans le smartphone, y compris sur l'usine de Crolles. Bon, il faut savoir que Apple nous demande en fait aujourd'hui de pouvoir certifier que tous les composants qu'on fait pour eux sont faits à partir de 100% d'énergie verte. Donc on fournit des certificats dès aujourd'hui pour démontrer que tous nos composants sont fabriqués à 100% d'énergie verte. Monsieur Randet. Deux questions. Une qui revient
assez loin en arrière. Tu as parlé d'alimentation électrique. Au début des années 80, le laitier a pris le brevet mondial du micro-accéléromètre qu'on trouve dans tous les produits. Je dirais, c'était un petit peu trop tôt du point de vue des revenus du brevet, puisque le marché des portables, c'est 2005. Mais enfin, on était fiers de ça. Mais la question, c'est qu'y a-t-il comme dans vos fabrications, y a-t-il une fabrication intégrée de capteurs et de processeurs? Enfin, bon, ça, alors, c'est ma première on question. va prendre déjà la première question, rapidement. Alors, non. Ça serait théoriquement possible, mais ça serait sûrement trop cher à fabriquer. Donc aujourd'hui, les capteurs sont fabriqués sur notre usine d'Agrate, à côté de Milan. Le capteur lui-même, donc sur une technologie vraiment spécifique. Et ensuite, on monte dans le boîtier, ce qu'on appelle le Silicon in Package, on monte la puce qui extrait le signal du capteur et qui le transforme en digital et qui va pouvoir l'envoyer ensuite sur la carte électronique au processeur associé ou à la mémoire associée. Donc on a les deux composants, et le composant en fait qui fait la transformation analogique digitale, il est fabriqué à Crolles. Donc c'est deux puces qu'on monte l'une sur l'autre, qui sont connectées par des fils, et ensuite qu'on met dans le même boîtier. C'est vrai que la première application qu'on avait, c'était le pacemaker à rythme variable. Bon, un exemple de mon âge, tout à fait. Maintenant, ma question, c'est celle de la souveraineté, car votre collaboration avec l'Air Liquide est un exemple de réponse, c'est-à-dire que entre industriels européens et même français, vous vous arrangez pour couvrir une grande partie de la chaîne de valeur. Bon, vous êtes en même temps fournisseur aux industriels européens, mais il y a en face la question de la domination asiatique et de notre capacité à y résister, voire à prendre le devant dans un certain nombre de cas. Mais j'aimerais bien avoir un commentaire de ta part sur quels sont les facteurs clés, justement, de cette évolution compétitive à l'avenir. Par exemple, est-ce que les capacités financières, les sommes d'argent que l'on y consacre sont à la hauteur du défi international? Est-ce que les compétences que nous développons sont à la hauteur du défi international? Je ne sais pas si il va nous... Vous avez 30 secondes. Oui, je crois qu'il faudrait un bon moment. Peut-être qu'on pourra en discuter un peu plus dans le détail en dehors de la réunion. Mais bon, juste rapidement pour répondre en 30 secondes. Bon, l'industrie du semi-conducteur, comme tu sais, c'est une industrie qui est totalement globalisée. Il faut être capable de se différencier par rapport à la compétition, et notamment par rapport, on parle de l'Asie, on parle en fait des grandes fonderies de Taïwan. Nous, en fait, on s'est différencié depuis une dizaine d'années sur la technologie et sur le design associé à ces technologies. On a arrêté la course à la loi de Moore, parce qu'en fait, cette course à la loi de Moore, elle coûte extrêmement cher, et elle adresse un type de segment de marché qui est le high performance computing, que nous, on n'adressait pas, ou très très marginalement. Donc finalement, le retour sur investissement, il n'était pas là du tout. Et par contre, on a développé des technologies où on n'a pas besoin d'aller chercher le 3 nanomètres. Mais par contre, on a sur Crolles, on est au 28 nanomètres, on va développer le 18 nanomètres. Avec ça, on peut faire des microcontrôleurs qui vont être encore utilisés dans ta télévision ou dans ta voiture dans 20 ans ou dans 30 ans. Ce sont des familles de produits qui ont des durées de vie extrêmement longues et sur lesquels on rajoute de l'innovation avec de la connectivité sans fil, avec des mémoires plus performantes, plus denses, avec de l'ARF. Et ça permet effectivement des imageurs, puisqu'on a développé aussi des capteurs d'image, notamment dans le domaine de l'infrarouge. Et ça permet effectivement de continuer à construire des usines et adresser des segments de marché sur lesquels on peut être tout à fait compétitif. Alors, dans quelques instants, on va prendre une pause. Juste une petite question, oui. Peut-être pour revenir à ce que disait M. Rouquayrol, l'avenir est à la spécialisation dans ce domaine des processeurs. Comment est-ce que vous voyez les choses? Moi, je suis tout à fait d'accord avec Gérard. On parle de la spécialisation au niveau de l'end user. De l'end user, ouais. Nous, on développe des technologies a priori assez génériques sur lesquelles on a parlé. Chaque utilisateur peut développer sa propre application.
Effectivement, on a connu dans les années 90 et dans les années 2000 la phase de standardisation, si on parle du numérique, hein, des microprocesseurs, avec une dominance très très forte d'Intel. Bon, les choses changent. Les premiers en fait qui ont changé ça, c'est Apple, hein, qui ont commencé à développer leurs propres processeurs numériques, hein, qu'on trouve dans les smartphones et dans les iPads. Le deuxième grand exemple qu'on peut avoir dans ce domaine-là, tu l'as cité Gérard, c'est Tesla. Tesla qui a décidé de développer lui-même ses propres processeurs, notamment dans le domaine de l'intelligence artificielle, mais pas que. Alors que l'industrie automobile traditionnelle, les grands constructeurs automobiles continuaient de s'approvisionner en composants à travers des OEM. Donc ce mouvement, c'est générateur de gains d'énergie ? Ah oui, absolument, oui. Comme Bosch, Continental, etc. Donc ça, c'est en train de changer énormément, parce qu'effectivement, pour aller vers la digitalisation forcée et l'électrification de l'automobile, il va falloir maîtriser l'architecture de l'électronique qu'on met dans la voiture. On sera beaucoup plus efficace si on optimise l'architecture des composants que si on s'approvisionne en composants standards. Et c'est vraiment une tendance que maintenant, tu as cité Volkswagen, mais pas que tous les grands constructeurs automobiles vont l'adopter. Excellent. Dans quelques instants, on va aller donc faire une petite pause. Un quart d'heure de pause, c'est juste à l'extérieur. On a un petit café, on a tout ce qu'il faut. Un quart d'heure seulement. Est-ce que vous voulez bien remercier avec moi Joël Hartmann pour son intervention ? Merci beaucoup.